Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, 6 septembre 2007, notre émission Le Fait du Jour. Le Fait du Jour accueille un jeune chef d'entreprise, Jean-Baptiste Giraud. Bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise de presse, puisque vous avez créé un journal que vous venez de quitter d'ailleurs il y a peu de temps et qui s'appelle tout simplement Économie Matin, qui est un journal gratuit, lequel est un journal qui tire, je crois, plus de 300 000 exemplaires, 350 000 exemplaires. Et donc, vous êtes un entrepreneur de presse, après avoir été uniquement journaliste, et vous êtes en outre l'auteur d'un ouvrage vraiment passionnant, qui s'intitule « Les grands esprits ont toujours tort » aux éditions du Moment. Alors naturellement, les grands esprits ont toujours tort, j'espère que nous allons avoir raison, puisque nous ne sommes pas quand même de grands esprits, nous sommes des esprits de qualité, mais... Souvent on a tort, voilà. Souvent on a tort d'avoir raison, justement. Exactement, en tout cas d'avoir raison trop tôt. Alors, avant que nous venions à votre ouvrage, que j'ai lu vraiment avec énormément d'intérêt, parce que c'est un ouvrage très documenté, écrit d'une plume légère, et dont l'objectif est de situer un certain nombre d'inventeurs à travers leurs actions, à travers les difficultés qu'ils ont eues, à travers l'innovation qu'ils ont apportée, et des déceptions qu'ils ont connues, et parfois même des vies qui se sont terminées dans la misère. Mais avant que nous ne venions à vos activités d'entrepreneur, pourquoi un livre sur les grands esprits ont toujours tort? Est-ce qu'il y avait quelque chose en vous qui vous disait qu'après tout, vous pourriez un jour vous trouver dans cette situation ou... Non, ce n'est pas du tout un ouvrage autobiographique d'un entrepreneur qui aurait des comptes à régler, puisque en fait l'idée de ce livre, je l'avais bien avant de créer Économie Matin, et en fait j'ai retrouvé, en me mettant au travail de ce manuscrit, en ayant trouvé un éditeur qui m'a dit oui, qui m'a dit tout de suite en un quart d'heure je vais te le prendre, j'ai retrouvé dans mes notes que j'avais fini le dernier synopsis de l'ouvrage 24 heures avant de finir la note fondatrice d'Économie Matin. Et donc il a fallu que j'opère un choix, c'est-à-dire que quand j'ai eu l'idée d'Économie Matin, j'ai fait une note, et puis la sauce a pris très très vite, et je me suis consacré à la création de ce journal. En fait, l'idée vient du fait que j'ai été pendant un certain nombre d'années journaliste plutôt spécialisé scientifique, et dans les années 2000, je suivais l'actualité autour ou avant les années 2000, je suivais l'actualité autour de l'an 2000, et j'ai su, comme ça, un peu par hasard, que le maire de New York, Rudolph Giuliani, avait décidé que le 1er mai 2000 serait baptisé Meucci ou Meucci Day. Alors j'ai cherché, je me suis demandé, tiens, pourquoi il décide que le 1er mai s'appelle Meucci Day ou Meucci Day. Et en fait, c'est l'origine de ce livre. Rudolph Giuliani, d'origine italienne, s'est intéressé, a pris fait et cause pour le sort d'un de ses prédécesseurs italiens sur le sol américain, Antonio Meucci, qui, dans les années 1850, ayant émigré aux États-Unis après être passé par Cuba, a tout bonnement et tout simplement inventé rien de moins que le téléphone. Et ce n'est donc pas Alexander Graham Bell voilà, qui est le véritable inventeur, mais c'est Italien strictement inconnu, mais qui a été rétabli dans sa paternité intellectuelle 150 ans ou 140 ans ou 130 ans après sa mort. Il a été rétabli dans sa paternité de l'invention du téléphone par la Chambre des représentants américains, donc en gros par les députés, qui ont voté une motion disant l'inventeur du téléphone, ce n'est pas Graham Bell, le dépositaire du brevet, mais bien Antonio Meucci. Rapidement, Antonio Meucci, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est qu'immigré italien. Il est déjà entreprenant, il invente plein de choses. Quand il était à Cuba, bien avant Fidel Castro, quand il était à Cuba, il a travaillé dans les théâtres, et il avait inventé un système pour communiquer à distance par l'électricité entre il travaillait derrière, vous savez, dans les coulisses, et il avait inventé un système pour communiquer d'un bout à l'autre de la scène de théâtre, côté cour, côté jardin, on dirait en France, par un système qu'il avait bricolé grâce à l'électricité. C'était le précurseur du téléphone. Sa femme, très souffrante, souffrant d'arthrite, cloué parfois au lit, il travaillait dans son laboratoire ou dans son bureau, à quelques bâtiments de là, il avait inventé un système identique qui lui permet de communiquer à distance avec sa femme. Il avait donc bien effectivement inventé le téléphone.
il cherche des investisseurs. La presse italienne ou italophone à New York raconte son histoire, il ne trouve pas d'investisseurs. Il va voir la Western Union Telegraph en leur disant, écoutez, j'ai inventé un système qui permet, sur les fils de cuivre qui sont ceux du télégraphe, j'ai inventé un système qui permet de se parler. À l'époque, on lui dit, mais à quoi bon se parler? On peut déjà s'écrire. Vous voyez, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, on est sur Internet, à l'ère d'Internet, on dirait presque, pourquoi donc se parler? On peut s'écrire aujourd'hui, ou plutôt l'inverse. Pourquoi se parler puisqu'on peut s'écrire? Eh bien là, c'était la même chose. On lui dit, le téléphone, ça ne marchera jamais. Si vous entendez la voix qui dit, ça ne marchera jamais. Et il travaille dans son coin, il entrepose dans les locaux de la Western Union Telegraph ses plans, ses prototypes, parce qu'on lui prête un coin de bureau, un coin d'atelier. Et malheureusement, il est victime d'un grave accident. Il y a un bateau à vapeur qui saute en rade de New York. Il est blessé dans l'explosion. Et ses travaux restent un petit peu à l'abandon. Et lorsqu'il revient chercher ses travaux, alors en plus il est pauvre, pauvre dingue à ronger, lorsqu'il vient chercher ses travaux, ses prototypes, après avoir été remis sur pied, on lui dit on ne sait pas où c'est. Et en fait, dans les mêmes entrepôts travaillait un certain Alexander Graham Bell, qui lui cherchait, néanmoins à son crédit, il cherchait un moyen de communiquer avec les sourds et malentendants. Comme quoi, il était déjà un peu sur la piste, et il a pris connaissance des locaux, il a pris connaissance des travaux de Antonio Meucci. 2 ans plus tard, il dépose le brevet, alors que Antonio Meucci n'avait pu déposer, parce qu'il n'était pas riche, qu'un avertissement de brevet, qui n'était pas créateur des mêmes droits que le brevet. Il avait bien déposé un avertissement de brevet. Il avait même créé une société qui s'appelait la Teletrophono Company. Vous voyez, on est pas loin du téléphone. Mais c'est Bell qui a déposé le brevet, c'est Bell qui a trouvé les investisseurs, c'est Bell qui a développé le téléphone. Alors la vraie question, merci de me l'avoir posée, la vraie question c'est est-ce que l'entrepreneur, l'inventeur, c'est celui qui a l'idée dans son coin, qui fait le plan, ou celui qui la développe et qui la commercialise? Je dirais que c'est un peu les deux. Mais c'est vrai que dans le cas spécifique du téléphone, quand même, le pauvre Antonio Meucci n'a pas eu un copec et le mérite pendant de nombreuses années de son invention géniale. Alors, puisqu'on a déjà abordé à travers cet exemple excellent le contenu de votre livre, revenons-en au fait d'actualité et votre actualité. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer un hebdomadaire économique? Après tout, il y en a pas mal des hebdomadaires économiques. Bon, j'imagine qu'il ne devait pas vous plaire au point de vous dissuader d'en faire un, mais surtout un gratuit. Qu'est-ce que vous pensiez que ça pouvait apporter dans un pays où finalement une petite frange de la population apparemment s'intéresse à l'économie, mais c'est la fameuse histoire, ça ne marchera jamais. Donc peut-être y en a-t-il beaucoup plus qui s'y intéressent. Alors il se trouve que je sortais d'une petite dizaine d'années comme journaliste au sein d'une radio économique qui s'appelait BFM, qui a mis du temps à décoller, à trouver sa marque. Tout le monde disait c'est génial, mais sur le plan économique, ça avait du mal à équilibrer. BFM a été repris par un homme de radio, Alain Veil, qui en 2 ans, une entreprise qui perdait de l'argent depuis 9 ans, en 2 ans a réussi à équilibrer, restructurer, en travaillant à la structure de coût, en étant intelligent. C'est pas notre sujet, mais c'est un début de réponse. Parce que BFM était une tonalité différente, un traitement différent, et toujours d'ailleurs, un traitement différent de l'économie. En gros, et d'ailleurs c'est propre à la radio en fait, en radio, et c'est le même exercice d'ailleurs qu'on est en train de faire aujourd'hui, sauf qu'il y a une image, si on est pénible, si on est chiant même je pourrais dire, eh bien on coupe. En radio, si c'est pénible, chiant et pas concret, on coupe. Eh bien, en presse écrite, c'est le gros problème de la presse française qui est dans une situation dramatique par rapport à la presse qui marche plutôt très bien dans d'autres pays, avec des résultats, des marges opérationnelles comme on dit, des entreprises de presse qui font des très belles marges opérationnelles. En France, la marge opérationnelle est en moyenne de 2 à 3%, alors que chez nos voisins, britanniques, allemands, allons plus loin au Japon, ce sont des groupes qui font des marges de 12
13 voire 15%. En Suisse, il y a un groupe de presse qui a la réputation de couper ou de couper sec. Lorsqu'on passe sous la barre des 10%, ils se disent il y a un problème. Pourquoi? Vous le savez comme moi, et nos téléspectateurs le savent, c'est parce que la presse française n'a jamais fait l'effort d'introspection de se demander est-ce qu'elle était intéressante et est-ce qu'elle était la presse, on va dire, du pays réel, si je peux m'exprimer ainsi ici. Est-ce que c'était la presse pour les lecteurs ou la presse pour ceux qui la font et pour l'élite? Économie du matin, le concept, c'était clairement de prendre l'économie sous un autre angle, de traiter l'économie, c'est toujours le concept d'Économie du matin, prendre l'économie sous un autre angle, de traiter l'économie non pas à travers les marges brutes, les marges nettes, les marges opérationnelles, les EBITDA, le chiffre d'affaires et tout ce que vous voulez, mais prendre les choses non pas par le petit bout de la lorgnette, mais par des éléments très concrets. C'est un journal qui a inventé des rubriques ou des modes de traitement comme combien ça coûte, combien ça rapporte. On prend un produit, un service, on le découpe en structure de coût, on essaie de comprendre où va l'argent, et puis on dit qui gagne de l'argent avec ça. C'est vraiment un mode de traitement différent de l'économie, c'est vrai, très importé de la radio, parce qu'encore en radio, encore une fois, si vous êtes pénible, vous perdez votre auditeur, et bien en presse écrite, on est parti du principe que si on était pénible, on perdait le lecteur. Alors pourquoi gratuit? D'abord, quelque chose de gratuit n'est pas quelque chose de sale, parce que la radio est basée sur un modèle économique qui est gratuit depuis, en tout cas qu'elle est privée. Elle était d'État, c'est pour d'autres raisons qu'elle était gratuite. Quand elle est devenue privée, à partir des radios périphériques, pas besoin d'attendre les radios FM, elle était bien financée par la publicité, donc en fait c'est pas vraiment gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Et Europe 1, RTL, vous ne l'achetez pas, donc RMC, c'est gratuit pour l'auditeur. C'est gratuit pour l'éditeur, il y a quelqu'un qui paye, toujours quelqu'un qui paye. La télévision est gratuite. Quand elle était publique, bien sûr, le sujet ne se posait pas. Du jour où TF1, souvenez-vous, amis téléspectateurs, lorsqu'on a dit que TF1 allait être privatisé, vous pouvez retrouver la presse d'alors, elle n'est pas sur Internet, mais si vous avez des archives ou si vous avez de la mémoire, on vous dira que vous retrouverez des articles qui disaient TF1, il n'y a pas la place publicitaire, il n'y a pas le marché publicitaire pour qu'une chaîne de télévision soit financée par la publicité. Aujourd'hui, TF1, c'est 49% des dépenses publicitaires dans les médias. C'est-à-dire que lorsque on décide d'investir 2 euros dans la publicité sur les médias, eh bien, il y a 1 euro, tous médias confondus, il y a 1 euro qui va dans la poche de TF1. Donc qu'on ne dise pas, alors ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des chaînes de télévision à profusion financées par la publicité, mais enfin, encore une fois, pour revenir sur notre propos, oui, un média et un service peut être financé par autre chose que l'argent qui sort de votre poche, et ça n'est pas forcément sale. Alors pourquoi il y a eu la polémique, le débat, lorsque la presse gratuite est arrivée, on a dit c'est sale, des journalistes qui écrivent dans des journaux qui sont financés par la pub, ce sont des vendeurs de savonnettes, et ils sont inféodés aux annonceurs publicitaires. C'est plus que faux, c'est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce que lorsque votre patron, lorsque votre actionnaire principal est un très grand groupe de luxe, lorsque votre actionnaire principal est un groupe d'armement, lorsque votre actionnaire principal a des intérêts économiques très forts, est-ce que vous pensez une seule seconde que les directives, qu'elles soient directes ou indirectes, données à la rédaction en chef, que ce soit au jour le jour, à la semaine, au mois le mois ou à l'année, ne sont pas aussi dictées et consciemment ou inconsciemment par des intérêts économiques qui sont ceux de votre actionnaire. La plus grande dépendance, c'est la dépendance à celui qui est votre actionnaire principal. D'ailleurs, et je suis tout à fait en phase avec ce que dit Serge Dassault, lorsqu'il dit je suis actionnaire, donc j'ai un droit de regard sur le contenu de mon journal et je peux dire ce que je pense dans mon journal, ce serait quand même le comble de l'inverse, il a tout à fait raison. Sauf que lui au moins, on sait la couleur. Encore que son influence paraisse relativement réduite malgré tout. Oui, justement, il s'est fait un petit peu renvoyer dans ses buts par le directeur de sa rédaction, avec lequel on dit qu'il est d'ailleurs un peu fâché, mais enfin ça c'est ça qui est fou, c'est que il est l'actionnaire principal, c'est lui quand il n'y a pas d'argent qui en remet au bout, et on lui dit non, t'es pas chez toi. Ce qu'on pourrait peut-être lui conseiller, c'est de passer un petit coup de fil à Robert Murdoch,
pour lui demander comment il a Comment fait. il faisait, ouais. Voilà, parce que lui, il sait faire. Enfin bon, si on sort du Figaro, on sait que depuis que Nicolas Sarkozy est président de la République, la question s'est posée à de nombreuses reprises. Est-ce que des Lagardère, est-ce que des Bouygues et d'autres grands industriels ou des Bolloré ont quelque chose à des services ou doivent, à défaut d'obéir, doivent être intelligents avec quelqu'un qui a un pouvoir certain sans envisager qu'il en abuse. Oui, évidemment, voilà. Non, le problème se pose vraiment. Il est difficile de poser en termes de principe, parce qu'il y a toujours à un moment ou à un autre un actionnaire. Il est vrai qu'en France, le nombre d'actionnaires qui travaillent avec l'État de la presse ou de la radio est quand même relativement élevé. Bien plus qu'à l'étranger. Alors en fait, la vraie indépendance, ça fait hurler quand on dit ça, mais la vraie indépendance, c'est non pas de dépendre d'une personne pour vous faire le chèque de fin de mois, souvent de fin de mois, prenez par exemple Libération, c'est d'avoir 100, 200 clients, 300 clients. Lorsque vous avez 300 clients, bien sûr vous en avez des gros, vous en avez des petits, mais s'il y a un problème avec un de ces 300 clients, notamment éditorial, vous avez cette liberté de se refuser le chiffre d'affaires, c'est difficile, mais enfin, s'il y a une incompréhension, s'il y a une fâcherie, eh bien, vous avez 299 personnes avec qui encore travailler. Donc, vous avez le sentiment, après 3 années presque, 3 ans, 3 années passées à la tête d'Économie Matin, que vous avez fait progresser dans l'esprit du public, d'une part, le nombre de gens qui s'intéressent à l'économie, et apparemment oui, et d'autre part, est-ce que vous pensez que ce progrès, si progrès il y a eu, est de nature à permettre aux Français globalement d'avoir une appréciation un petit peu meilleure de l'économie? C'était vraiment le but. C'était vraiment le but. Économie Matin, c'est un outil pédagogique et didactique. Et je veux dire, dès les premiers mois et les premières années, on a reçu énormément de courriers de professeurs d'écoles, voire d'universités, enfin de lycées et d'universités, qui nous sollicitaient pour avoir des abonnements gracieux ou voir abonner leur école, l'université, et qui conseillaient leurs élèves de se le procurer ou de le regarder sur Internet, parce qu'effectivement c'est un outil pédagogique. Et finalement, Économie Matin, je disais à mes équipes lorsqu'on faisait le numéro 0, vous ressortez de vos cartons à la cave, vos manuels d'économie de classe de première, et vous reprenez l'économie telle qu'elle est expliquée en classe de seconde, première ou de terminale. On reprend les choses à zéro, on ne considère pas que les gens savent, parce que oui, en ce moment on parle de croissance. Là, il y a un débat autour de la croissance. J'écoutais sur LCI ce matin la polémique. Christine Lagarde dit oui, on va tenir 2,25%. L'OCDE dit que c'est 1,8%. Mais combien de nos téléspectateurs savent qu'est-ce que vraiment la croissance? Comment elle est calculée? Et ce qu'elle importe, ce qu'elle impose. À la limite, l'inflation, quand il était question d'inflation, les gens la ressentent. On la ressentait. D'ailleurs, aujourd'hui, l'inflation, il n'y en a pas, mais tout le monde ressent l'inflation. C'est curieux. Tous les prix augmentent, mais il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus d'indicateur qui la mesure. On a dû effectivement changer le système de mesure. Voilà, on ne comprend pas les chiffres de l'économie parce qu'ils ne sont pas clairs, parce qu'ils ne sont pas faits pour être clairs, ils sont faits pour des spécialistes. Et c'est pas seulement les chiffres de l'économie, c'est les grandes données. Imaginez que même dans mes équipes de journalistes, j'avais des gens qui, après de nombreuses années d'études dans des très grandes facultés qui enseignent l'économie, ne comprenaient pas la différence entre un salaire net, un salaire brut et un salaire chargé. Ils ne comprenaient pas qu'entre l'argent qu'ils avaient dans leur poche, l'argent qui était soustrait à leur salaire, à la part salariale, et l'argent que l'employeur ajoute au-dessus, il y avait un rapport de 1 à 1,85 quand on part du salaire brut, et donc de 0,8 à 1,85, donc 1. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que de ce point de vue-là, on est tellement progressé, puisque comme vous le savez, je m'intéresse un peu aux problèmes de sécurité sociale. Un petit peu, oui. Et si les gens savaient ce qu'ils gagnent réellement, en additionnant tout simplement ce que vous venez d'indiquer, ils se diraient qu'ils sont terriblement bien payés d'une certaine manière et terriblement mal payés d'une autre. Évidemment, la différence, c'est tout ce qu'on leur prend. Alors, revenons à votre ouvrage qui est vraiment passionnant, et je vais simplement indiquer quelques-uns des inventeurs que vous avez évoqués dans cet ouvrage. Ça commence par Gutenberg, à tout seigneur, tout honneur. Vous parlez de Copernic et Galilée, d'Ambroise Paré. Alors ceux-là sont très connus, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Par exemple, qui sait que Richard Trevithick est un inventeur, un Tchèque qui
a inventé la télévision. La télévision, tout simplement. C'est le père fondateur de la télévision. Il n'a pas inventé la télévision, mais c'est lui qui transmet le premier des images. On est quand même dans les années 1800, fin des années 1800. Il transmet des images à distance. Alors que j'imagine pas qu'il y a un poste de télévision. Non, il transmet vraiment la télévision à distance. Bon, Fernsehen en allemand. Fernsehen en allemand, c'est-à-dire voir loin. Voilà. Ça pourrait être la devise d'un certain nombre de gouvernants. Oui, mais ça pas beaucoup de suite. Pas beaucoup de suite. Il y a quelqu'un qui est extraordinaire, c'est Nikola Tesla, qui est un inventeur d'origine tchèque, je crois. Pareil, et qui est l'inventeur, peut-on dire, du courant alternatif. Alors, c'est un des défenseurs du courant alternatif. Ils ont été plusieurs parce qu'il y a un Français, M. Gollard, qui a aussi fortement milité pour le courant alternatif. Mais Tesla, je crois que c'est l'homme aux 128 brevets. On lui doit des milliers de choses. Il a travaillé sur la radioactivité. C'est un homme extraordinaire. Alors, c'est l'occasion, c'est le moment de dire que, pour reprendre des fonds poncifs, la folie est proche du génie. Une grande partie des gens qui sont décrits comptés dans cette histoire, c'est pas qu'ils deviennent fous, c'est qu'ils sont pris pour des fous, et parce qu'ils ont en fait le cerveau qui tourne beaucoup plus vite que la moyenne. Les idées s'enfilent les unes derrière les autres. Là, vous en êtes encore en train d'essayer de comprendre la première, ils en sont déjà les dixièmes. Vous voyez, quand on vante les mérites de Léonard de Vinci, qui lui a plutôt bien fini, Léonard de Vinci, on dit, il a fait des milliers de choses dans sa vie, il croquait des tas de choses dans son, pas Da Vinci Code, mais dans son ouvrage, dans son codex. Il dessinait tout, il imaginait tout, il concevait tout. Ben oui, tous ceux qui sont là aussi, ils ont imaginé des choses extraordinaires. Mais effectivement, quand vous allez plus vite que la moyenne, vous pouvez susciter, et quand vous réussissez, vous suscitez l'envie, et même quand vous ne réussissez pas, vous suscitez aussi l'interrogation et l'envie. Alors effectivement, il est bien connu qu'il ne faut pas avoir raison trop tôt, tout simplement parce qu'il est difficile de faire admettre à la moyenne des gens que ce qu'ils font quotidiennement peut être changé, d'abord parce que les gens n'aiment pas changer, ils aiment leurs habitudes, et deuxièmement parce que il y a, j'allais dire une paresse, mais ce n'est pas vraiment cela, il y a une peur de l'inconnu. C'est aussi la solution de facilité. L'immobilisme, c'est la solution de facilité. D'ailleurs, en politique, on peut en parler. L'immobilisme, l'inaction, c'est encore le meilleur moyen de ne pas se tromper. Sauf que parfois, ne pas agir, c'est se tromper. Exactement. Alors donc, on s'en sort de 12 ans quand même, de l'inaction et de l'immobilisme. Oui, Jacques Chirac a été manifestement le président le plus inactif depuis fort longtemps, même si ses prédécesseurs n'étaient pas d'une activité débordante. Mais enfin, je dirais qu'actuellement, au moins, nous avons un président sautillant. Je ne sais pas s'il est réellement actif. Il faut que ça rebondisse maintenant. Il faut que ça rebondisse, voilà. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Jean-Baptiste Giraud, Les grands esprits ont toujours tort aux éditions du moment. C'est un livre que je vous recommande chaudement parce que, d'abord, vous allez y découvrir très certainement beaucoup de choses, moins que vous soyez très savant déjà. Et d'autre part parce que il est évidemment toujours intéressant d'apprendre quelque chose. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci beaucoup pour votre invitation. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, je suis bon courage pour vos prochaines entreprises, madame, mademoiselle, monsieur. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir.